Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend bien avant même de commencer. Je vous invite à inscrire dans l'espace de chat que vous avez à droite de votre écran pour me dire si tout fonctionne de votre côté, si vous m'entendez bien, me voyez bien mon écran également. Bon, super, ça va être OK pour tout le monde, c'est super. Merci à tous d'être présents, nombreux aujourd'hui. En tout cas, on est à peu près 60 personnes pour l'instant. On a un peu plus de 200 inscrits, et donc je pense qu'il y a du monde qui va nous rejoindre en cours de route, mais on va commencer sans plus attendre pour ne pas vous retenir trop longtemps. L'objectif, c'est d'aller vite, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se donne 45 minutes, on va se donner 30 minutes pour 2 présentations et 15 minutes de questions. Donc, du coup, déjà à 14 heures, comme ça, la présentation sera terminée pour ceux qui doivent se libérer et on fera 15 minutes de questions derrière. C'est l'objectif aussi de ce format 13h30 pour que vous puissiez à 14h être libre. Pour poser les questions, donc ça ne va pas se passer dans l'espace de chat sur lequel vous êtes en train d'écrire actuellement, ça va se passer dans l'onglet questions. C'est super important pour pouvoir bien suivre ensuite les questions et pour pas que ça soit noyé dans le fil de chat. Donc, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation dans l'onglet questions à côté de l'onglet chat. Très important. Et vous verrez, après, vous pouvez voter pour des questions. Donc, si vous avez, au lieu de poser plusieurs fois la même question, je vous invite à voter pour les questions qui seront posées. Vous verrez, une fois qu'il y a une question, on peut voter. Et du coup, s'il y a beaucoup de questions, notamment, je privilégierai forcément en priorité, les questions qui auront eu le plus de votes. Voilà. Du coup, bienvenue à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Ça me fait très plaisir qu'on soit aussi nombreux. On va parler aujourd'hui de gestion d'entreprise. Et avant ça, je vais me présenter quand même. Donc, je suis Mathieu Chauveau, expert comptable, fondateur et CEO de Ça compte pour moi. Ça compte pour moi, c'est un cabinet d'expertise comptable en ligne. C'est-à-dire qu'on fait tout ce que va faire un cabinet d'expertise comptable classique sur le fond. C'est-à-dire qu'on fait des bilans comptables, des déclarations fiscales, des bulletins de paye, des formalités juridiques, des constitutions de sociétés, et puis tout le conseil, bien sûr, et l'accompagnement qui va autour de ça, sur la fiscalité, la comptabilité, le social, le juridique, bien sûr. Et au-delà de ce fond, ce qui change, c'est la forme chez nous, puisqu'on fait tout en ligne. Donc, il y a un certain nombre de clients qui sont présents d'ailleurs, je les remercie aujourd'hui, donc qui connaissent ce fonctionnement-là. Mais pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, voilà, c'est la différence se fait en ligne dans le sens où on fait tout ça, mais à distance, en échangeant avec vous chaque jour par mail, par téléphone, par visioconférence, ce qui nous permet d'apporter une certaine réactivité. Et tout ça s'articule aussi autour d'un outil qu'on a développé nous-mêmes en interne, qui permet d'échanger avec vous pour toutes les informations comptables notamment dont on a besoin. Voilà. Du coup, merci pour ceux qui commentent. Du coup, très bon outil, au top. Merci beaucoup à vous pour votre confiance. On y va, sans plus attendre. C'était juste la petite intro. On va dans le vif du sujet. Donc, on a 5 points à voir. Le premier, ça va être sur les déplacements professionnels. Donc, les déplacements professionnels, vous avez 2 possibilités. Ça, c'est important à bien comprendre aujourd'hui. Quand on se déplace dans son entreprise à titre professionnel, on a soit les indemnités kilométriques, soit le véhicule de société. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'en fait, dans le premier cas, les indemnités kilométriques, le véhicule, il appartient au dirigeant. Dans le deuxième cas, le véhicule, il appartient à la société. Ça, c'est la différence majeure. Et après, on va expliquer le fonctionnement et quelle est la meilleure des questions entre les deux. Donc, le premier cas, les indemnités kilométriques, on utilise son véhicule personnel. C'est-à-dire que moi, Mathieu Chauveau, je reste propriétaire de mon véhicule personnel et je vais l'utiliser à titre professionnel. Et pour ça, ma société, mon entreprise, mais pas que société d'ailleurs, même si vous êtes en entreprise individuelle, mon entreprise va me rembourser des indemnités kilométriques pour avoir utilisé mon véhicule personnel à titre professionnel. Donc, je conserve mon véhicule. Toutes les charges liées au véhicule sont à la charge du propriétaire du véhicule et pas dans la société. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est carburant, assurance, entretien, tous les frais liés au véhicule, même le carburant,
attention, vous gardez tout à titre personnel, avec votre compte bancaire personnel. Vous ne déduisez pas ça du résultat de l'entreprise. Seuls les frais de péage et parking sont bien pris par l'entreprise, puisque là, c'est des frais qui sont vraiment pas inhérents au véhicule, qui sont inhérents au déplacement. Voilà. Donc, tout ce qui est inhérent au véhicule reste à la charge du dirigeant. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'en fait, en contrepartie de ça, vous assumez toutes les charges liées à votre véhicule. Et en contrepartie, donc, l'entreprise vous verse des indemnités kilométriques selon un barème déterminé par l'administration fiscale. En moyenne, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on a à peu près autour de 50 centimes du kilomètre. Donc, c'est quand même un barème qui est assez avantageux, puisqu'au final, le principal charge variable sur un véhicule, c'est le carburant, et on est loin d'être à 50 centimes du kilomètre. Donc, c'est quand même un barème qui est très intéressant, mais parce qu'en fait, dans ce barème, ils prennent en compte le carburant, certes, mais aussi les frais fixes liés au véhicule que vous auriez eu même sans l'utiliser à titre professionnel, puisque l'assurance, c'est un frais qui est fixe, entre guillemets. L'entretien et la décote du véhicule, c'est pas pleinement fixe, mais une grosse partie fixe et une petite partie variable. Donc voilà, on se verse des indemnités kilométriques. Pour verser des indemnités kilométriques, il n'y a pas de formalité particulière, si ce n'est se faire un virement vers le compte du dirigeant depuis le compte de l'entreprise. On n'est même pas obligé d'ailleurs de se faire un virement, on peut les constater comptablement et en contrepartie de ce qu'on appelle votre compte courant d'associé pour ensuite pouvoir se le verser quand la trésorerie de la société le permet. Donc ça, c'est un point très important à bien comprendre sur les indemnités kilométriques, le fonctionnement. La seule formalité qu'il y a, il n'y a pas de formalité, il y en a une, c'est quand même de suivre les kilomètres qui sont effectués à titre professionnel. Donc, nous, on peut vous mettre une matrice, notamment, par exemple, à disposition, automatisée, enfin semi-automatisée, qui vous permet de suivre, par exemple, en mettant une date, un trajet et un motif, et ça vous permet de justifier ça. Si vous avez un contrôle de l'administration fiscale, pour justifier un certain nombre de kilomètres, il faudra dire que vous êtes déplacé chez un fournisseur, un client, un partenaire, voilà, quelque chose en tout cas qui est dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Dans le deuxième cas, donc véhicule de société, cette fois c'est l'entreprise, la société qui a acheté le véhicule. Donc on se retrouve avec le véhicule à l'actif de la société. Là, cette fois, toutes les charges liées au véhicule sont bien à la charge de l'entreprise et donc déduites dans le résultat d'entreprise, carburant, assurance, entretien notamment, là il n'y a pas de problème. Et là, en contrepartie, bien sûr, il n'y a pas de versement au dirigeant puisque le véhicule appartient à la société et c'est la société qui assume toutes les charges liées à ce véhicule. S'il y a une utilisation, donc à l'inverse, à titre personnel, c'est-à-dire que ce véhicule appartient à la société et qu'on l'utilise à titre personnel, là, on va réintégrer comptablement et fiscalement une partie des charges selon la quote-part d'utilisation personnelle. Par exemple, vous dites que dans l'année, vous avez utilisé le véhicule à hauteur de 10% à titre personnel et du coup, on réintégrera 10% de l'ensemble des charges du véhicule à la fin de l'année. Donc, le avantage inconvénient de chacun, donc les indemnités kilométriques nécessitent de suivre précisément les kilomètres effectués, on vient d'en parler, alors que le véhicule de société, il n'y a pas de suivi, sauf si, comme on vient de le dire, il y a une utilisation personnelle. Indemnité kilométrique, l'avantage, c'est que, on peut l'affirmer, il n'y a pas de taxes sur les véhicules de société. Il peut y en avoir, mais en fait, faut vraiment beaucoup rouler, parce que il y a non seulement une exonération jusqu'à 15 000 km. C'est-à-dire que si vous faites moins de 15 000 km d'ICA dans l'année, dans tous les cas, il n'y a pas de TVTS, donc c'est la taxe sur le véhicule de société. Et si on dépasse ces 15 000 km, il faut faire une déclaration, mais il y a un abattement de 15 000 euros. Donc, si vous voulez, avant d'y arriver, en gros, il faut, avant de payer la TVS sur les ICA, il faut quand même rouler énormément. Et tandis que dans le véhicule de société, on a la taxe sur les véhicules de société. Si c'est un véhicule de tourisme, bien sûr. On verra après, mais en fait, quand vous avez un véhicule, c'est soit un véhicule utilitaire au tourisme. Si c'est un véhicule de tourisme et qu'il appartient à la société, il y a ce qu'on appelle la taxe sur les véhicules de société qui est quand même assez significative, finalement. Les indemnités kilométriques, elles sont intégralement déductibles du résultat, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et de votre côté, en tant que dirigeant, il n'y a aucune imposition personnelle, il n'y a ni impôt, ni charge sociale, c'est le remboursement forfaitaire de frais, voilà, que vous avez avancé, entre guillemets, à la société. Et véhicule de société, là, si c'est un véhicule donc, de tourisme, j'y reviens, donc tourisme, en gros, un véhicule de tourisme, pour faire simple, c'est un véhicule 5 places.
Mais sinon, en fait, vous pouvez le savoir sur votre carte grise. Soit il y a marqué VP, c'est un véhicule de tourisme, c'est véhicule particulier. Soit il y a marqué VU, c'est véhicule utilitaire. Il peut y avoir un entre-deux, c'est CTTE. Désolé pour les abréviations et termes techniques. CTTE, c'est en fait, c'est les voitures qu'on appelle des fois de commerciaux, c'est-à-dire en fait, c'était des voitures de tourisme initialement qui ont été transformées en véhicules utilitaires. Donc là, c'est le même régime que les véhicules utilitaires. Si c'est un véhicule de tourisme, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la TVA n'est pas déductible sur l'achat du véhicule et ni sur les charges liées au véhicule. C'est-à-dire que, par exemple, j'achète un véhicule de tourisme, déjà, s'il y avait de la TVA, je ne la déduis pas, et toutes les charges qui vont être liées à ce véhicule de tourisme, la TVA n'est pas déductible, que ce soit l'entretien, que ce soit bon, l'assurance, il n'y en a pas généralement. Le loyer de crédit bail, si je l'achète en crédit bail, par exemple, il y a de la TVA, mais si c'est un véhicule de tourisme, c'est pas déductible. Par contre, exception pour le carburant, parce que le carburant, la TVA, elle est déductible, mais après, alors là, et je vous ai pas mis le tableau, c'est assez complexe, mais par exemple, nous, dans notre outil, on a intégré automatiquement le calcul des TVA en fonction des cas, puisqu'en fait, ça va dépendre de si c'est un véhicule de tourisme ou un véhicule de société et du carburant. Donc, en gros, il y a potentiellement au moins 6 cas différents. Puisque carburant, vous avez essence, gasoil, éthanol. Et donc, du coup, je vous passe les détails, mais il y a des taux de déduction différents selon chaque cas. Voilà. Donc, voilà pour la TVA. Et ensuite, au niveau de l'amortissement du véhicule, c'est-à-dire que toutes les charges ne sont pas déductibles au niveau de l'amortissement. Soit on vous avez acheté le véhicule et l'amortissement est déductible que dans une certaine mesure, c'est-à-dire 18 300 €, ça c'est le plafond classique, mais on a des plafonds réduits pour les véhicules polluants à 9 900 notamment, et on a des plafonds augmentés pour les véhicules électriques. Et sinon, le plafond classique, c'est 18 300, c'est-à-dire que si on dépasse ces 18 300, tout ce qui est supérieur à 18 300 ne sera pas amortissable et ne passera jamais en charge dans l'entreprise. Si c'est un crédit bail, c'est pareil en fait. Le crédit bailleur, votre loueur qui vous loue le véhicule, il est censé vous envoyer chaque année une attestation de déductibilité fiscale qui vous dit combien vous pouvez déduire fiscalement, et du coup on réintègre la différence entre le crédit bail vraiment passé en charge et ce qu'on peut déduire fiscalement. Et ce calcul se fait en fonction de la valeur du véhicule et de son taux de CO2. Voilà. C'est un peu complexe, mais c'est tout ça pour dire quoi? Que quand on a un véhicule de société, attention, la TVA, déjà, si c'est un véhicule de tourisme, n'est pas déductible, et l'amortissement ou le crédit bail n'est pas intégralement déductible non plus. Je précise bien que véhicule de tourisme, véhicule utilitaire, tout est déductible. Que ce soit la TVA ou les charges, l'amortissement, etc., tout est déductible pour les véhicules utilitaires, pas de souci. Exception aussi, désolé, on est en fiscalité, donc de toute façon, il n'y a que des exceptions. Exception aussi si vous faites une activité dont le véhicule est indispensable à l'activité, par exemple taxi, VTC, ambulancier, transport voilà, si l'activité c'est du transport, que ce soit de personnes, de marchandises, etc., le véhicule est indispensable, là, toutes ces exceptions tombent, c'est-à-dire que là, on peut déduire la TVA, l'amortissement, etc. Voilà, donc tout ça, c'est bien important à bien comprendre. À part ces deux exceptions qui sont véhicules utilitaires ou véhicules, voilà, taxi, etc. Sinon, TVA et charges liées au véhicule, TVA et amortissement, crédit bail, pas intégralement déductibles, contrairement aux ICA, qui sont totalement déductibles sans plafond. Donc, pour finir ce premier point, qui est un peu long, je vous l'accorde, mais c'est assez complexe, les autres sont un peu plus rapides. Vous avez un véhicule utilitaire, et là, dans ce cas-là, il ne faut pas trop se poser de questions. C'est plus intéressant et plus simple d'avoir le véhicule dans l'entreprise, puisqu'en plus, généralement, il est peu utilisé à titre personnel. Donc, tout est déductible, il n'y a pas de TVS, la TVA est déductible, etc. Donc, véhicule utilitaire, il faut le mettre dans l'entreprise. Sur un véhicule tourisme, c'est souvent là où il y a plus d'hésitation. La première question à se poser, c'est est-ce qu'il est utilisé principalement à titre professionnel? Si ce n'est pas le cas, il faut mieux faire des ICA, puisque si ce n'est pas utilisé principalement à titre professionnel, vous n'allez pas mettre un véhicule dans la société pour réintégrer une quote-part de plus de la moitié. Ça n'a pas vraiment de sens. Vous allez payer la TVS, etc. Donc, du coup, si c'est utilisé pas principalement à titre professionnel, principalement personnel, vous le gardez en ICA. Et dernier point, c'est si vous avez un véhicule de tourisme, donc utilisé principalement à titre professionnel, donc en majorité, ça peut être intéressant d'avoir le véhicule dans la société, mais ça va dépendre du prix du véhicule, du taux de CO2. C'est-à-dire que si c'est un véhicule, pour faire simple, caricature, après il faut l'affiner justement, et on est là pour ça, pour vous conseiller autour de ça, mais il faut l'affiner pour dire, en gros, si c'est un véhicule de tourisme principalement à titre professionnel qui est avec un prix assez faible et un taux de CO2 assez faible,
là, il faut mieux le mettre dans la société. Par exemple, un véhicule électrique dans la société, c'est aujourd'hui très intéressant. Ils incitent beaucoup à faire ça, puisqu'il n'y a pas de TVS, parce que l'amortissement, il est agrandi, puisqu'en fait, vous pouvez passer notamment, en fait, il y a un supplément pour les batteries, etc. Donc, typiquement, un véhicule électrique, aujourd'hui, intéressant de l'avoir dans la société. Mais dans tous les autres cas, il y a les ICA qui restent très avantageux mais qui nécessitent un suivi rigoureux. Et je vous ai remis le barème d'ICA ici, mais vous pouvez le trouver sur Internet, c'est très simple. Et voilà. Donc, en conclusion de ça, c'est vraiment déjà de vous poser la question et de vous mettre dans la grille véhicule utilitaire, véhicule tourisme. Si c'est un véhicule tourisme, principalement à titre professionnel ou personnel. Et si c'est principalement à titre professionnel, est-ce que c'est un véhicule polluant, cher, ou est-ce que c'est un véhicule un peu polluant avec un prix raisonnable sur lequel je ne vais pas prendre beaucoup de TVS et que je vais pouvoir déduire un maximum de charges. Attention, je parlais de véhicules électriques. Le véhicule électrique, même si c'est électrique, la TVA ne reste pas pour autant déductible. Voilà pour les déplacements professionnels. Continuez à poser vos questions. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent et tout, c'est nickel. Continuez, j'y réponds à la fin sans problème. Et n'hésitez pas à voter aussi pour les questions au fur et à mesure. Deuxième point, l'utilisation de son domicile à titre professionnel. Donc, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, quand vous avez une entreprise, besoin de déterminer le siège social de votre entreprise, que vous soyez une société ou une entreprise individuelle. Donc, ce siège social, vous avez en gros 3 possibilités. Soit vous faites, vous avez un loyer, enfin un local, pardon. Vous avez notamment un bail commercial dans un local. Donc, par exemple, vous êtes une boutique, vous avez des bureaux, voilà. Vous avez un local, c'est très simple. Vous pouvez, vous avez tout simplement votre activité là-bas. Et là, c'est assez naturel. Deuxième possibilité, vous n'avez pas de local. Donc là, c'est soit vous faites de la domiciliation, dans une entreprise de domiciliation, soit dernier point, vous le mettez chez vous. C'est une autre possibilité qui se fait de plus en plus. Donc, quel est l'intérêt de le mettre chez soi? Vous allez le voir que, en tout cas, entre la domiciliation et le mettre chez soi, il y a, pour moi, pas match. Parce que je vous casse le suspense, c'est plus intéressant chez soi. Pourquoi? Donc déjà, même avant de dire pourquoi, comment c'est possible? Comment c'est faisable? Dans quelles conditions? C'est bien sûr totalement légal. Il faut avoir effectivement installé son activité chez soi. Donc c'est-à-dire quand on se met chez soi, il faut forcément y exercer au bout d'un moment quand même un petit peu chez soi. On peut se facturer donc un loyer, et c'est là où c'est intéressant, vous allez le voir, en fonction de la surface réellement occupée par l'activité professionnelle. Et la surface louée doit être cohérente avec les besoins de votre activité. C'est-à-dire que quand vous facturez un loyer, par exemple, si vous utilisez votre habitation principale donc à hauteur de 10% à titre professionnel et que la maison a fait 100 mètres carrés, enfin votre habitation fait 100 mètres carrés, ben ça veut dire que 10% de 100 mètres carrés, 10 mètres carrés, vous pouvez refacturer à hauteur donc de 10 mètres carrés un loyer. Et donc pour déterminer la valeur, il faut prendre la valeur locative de votre bien. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple, si la valeur locative de votre bien c'est 1000 euros, si vous utilisez 10%, ça veut dire que vous pouvez refacturer 100 euros de loyer. Donc, il y a deux choses à déterminer, la valeur locative et le pourcentage utilisé. Le pourcentage utilisé, c'est par exemple, le plus simple, c'est quand vous utilisez une pièce, un bureau, vous allez assez facilement pouvoir déterminer la surface de cette pièce auquel vous allez ajouter éventuellement un peu d'espace commun. Voilà. Donc, ça, c'est super important. La valeur locative, c'est si vous êtes locataire, c'est très simple à déterminer. Si vous êtes propriétaire, il faut que vous déterminiez combien vous loueriez votre bien à l'extérieur si vous deviez le louer. Voilà. Donc la surface, elle doit être cohérente avec les besoins de votre activité. Bien sûr, forcément, vous n'allez pas dire j'utilise 60 mètres carrés sur 80 alors que vous avez juste besoin d'un bureau avec un ordinateur et que vous ne recevez pas de clients. Par contre, si vous stockez de la marchandise, si vous stockez tout un tas de choses, que vous recevez des clients et autres, là, on peut justifier des surfaces plus importantes. Toujours pareil, en cas de contrôle fiscal, il faut pouvoir le justifier. Donc, comment on fait? Il faut rédiger un bail de location entre vous et l'entreprise, il faut émettre des quittances de loyer. Et en contrepartie, donc en gros, quand on a un loyer, c'est-à-dire que la société va vous verser un loyer à vous personnellement. Vous allez donc déduire ce loyer du résultat fiscal de l'entreprise et de votre côté, déclarer ce loyer en tant que revenu foncier. L'avantage, c'est que si le montant des loyers perçus, ce qui est le cas généralement, n'excède pas 15 000 euros par an et que vous n'avez pas d'autres revenus fonciers en parallèle, en tout cas, ou que l'ensemble de vos revenus fonciers, pour être plus précis, ne dépasse pas 15 000 euros par an, vous pouvez bénéficier du régime microfoncier. Ça veut dire que vous avez un abattement
forfaitaire de 30% sur le loyer. Voilà, donc si vous avez facturé, je ne sais pas, 10 000 euros de loyer, vous allez être imposé que sur 7 000, parce qu'il y a un abattement forfaitaire de 30%. Avec le régime du microfoncier, c'est intéressant. Donc vous allez me dire, oui, mais alors c'est pas intéressant si je dois l'imposer sur mon impôt sur le revenu personnel. Eh bien en fait, si, puisque je ne vais pas vous faire le calcul là, mais on l'a fait des dizaines de fois et on arrive toujours à la même conclusion, c'est que en fait, la déduction, en fait, le fait de sortir de l'argent de l'entreprise et donc de le déduire du résultat de l'entreprise est plus intéressant, vous fait économiser plus que ce que ça va vous coûter en impôt sur le revenu d'un point de vue personnel. Alors, ça dépend bien sûr de votre taux d'imposition personnel, mais généralement, si vous êtes dans un taux d'imposition moyen, classique, on va dire, dans les tranches, on va dire jusqu'à 30, vous avez un intérêt à le faire, même plus d'ailleurs, même plus que 30. Non, si, ouais, 30, même peut-être début de tranche 41. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, d'un côté, je crois que je le mets après, ouais, je vais le mettre après, donc, mais d'un côté, non, je le mets là, pardon, excusez-moi, je me suis perdu. Donc, je vais rester là parce que vous allez lire la slide, ça va vous perturber. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, d'un côté, vous déduisez le loyer de l'entreprise, du résultat de l'entreprise, donc ça vous fait économiser, donc si vous êtes en société à l'impôt sur les sociétés, ça vous fait économiser de l'impôt sur les sociétés. Et ça vous fait sortir de l'argent de l'entreprise. En gros, c'est quoi les autres moyens de sortir de l'argent de l'entreprise, à part les ICA qu'on vient de voir avant? C'est la rémunération ou les dividendes. Les dividendes, c'est pas déductible de l'IS dans le sens où pour pouvoir se verser des dividendes, il faut avoir du résultat. Donc forcément, ça ne permet pas d'économiser l'IS. Et la rémunération, ça permet de déduire du résultat, c'est vrai, mais il y a des cotisations sociales en face qui sont, quand vous êtes TNS, 40-45%, et bon, je parle même pas de la SAS, quand vous êtes président salarié, c'est des cotisations du double, 80-90%. Donc ça veut dire que au final, par rapport à une rémunération ou un dividende, le loyer, c'est plus intéressant parce que ça permet à la fois de déduire du résultat fiscal et à la fois de ne pas avoir de cotisation sociale. On mixe les deux. Après, voilà, faut pas en abuser. Le loyer, il faut vraiment rester raisonnable au niveau de la valeur locative et de la surface utilisée. Donc, j'y viens sur la dernière slide sur le sujet. Donc, quels sont les avantages? On peut régler le loyer quand on le souhaite, quand on peut. On constate une charge déductible de l'entreprise sans forcément une sortie de trésorerie. Si vous avez des aides au retour à l'emploi, c'est-à-dire des aides d'indemnité pour l'emploi, indemnité chômage, le revenu foncier sera considéré comme un complément de revenu et ne remettra pas en cause ces aides. Et c'est donc un système, c'est exactement ce que je viens de dire avant, qui permet de retirer des fonds de l'entreprise à titre personnel, sans charge sociale, contrairement à une rémunération, et tout en générant une charge déductible du résultat fiscal de la société, contrairement aux dividendes. Vous pouvez en plus de ce loyer déduire, bon là après on vient sur des petits montants, etc. Mais bon, c'est une somme de petites choses qui fait de l'optimisation. Il n'y a pas de recette miracle. Vous pouvez aussi déduire d'entreprise une petite quote-part pour les frais liés au logement qui sont communs, que ce soit l'eau, l'électricité, le téléphone, Internet, les taxes foncières, etc. Vous pouvez faire un package. Alors soit vous le faites à part, soit vous montez un petit peu la valeur du loyer. Si par exemple votre calcul arrive à un loyer de j'en sais rien, 270 €, arrondi ça à 300 pour prendre en compte ces charges, c'est encore le plus simple. Et vous pourrez les justifier comme ça. Je reviens juste sur le dernier point avant de passer au prochain. Le premier point, pardon, avant de passer au troisième point. C'est le premier point de cette slide. Pouvoir régler ce loyer quand vous le souhaitez pouvez, ça c'est super important en fait, parce que j'entends souvent les personnes qui ne veulent pas déduire des frais qu'ils ont passés sur leur entreprise, ils veulent pas déduire ces frais pour préserver le résultat de l'entreprise en disant non mais je veux pas plomber pour le résultat de l'entreprise avec mes ICA, avec mon loyer ou avec des frais que j'aurais avancés pour le compte dans la société. Et bien moi je vous conseille surtout pas de faire ça. Pourquoi? Parce que certes ça préserve le résultat de l'entreprise, mais il y a d'autres moyens de le faire. Je vais vous expliquer comment. C'est qu'en fait, le but déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut passer tous les frais au maximum qu'on peut avoir à titre personnel. Donc, que ce soit des ICA, du loyer, mais que ce soit aussi tous les frais qu'on a vraiment avancés, qui sont des frais avancés à titre professionnel pour le compte de la société. Donc ça, il faut vraiment tout prendre en compte. Et ensuite, si le résultat de la société, ça venait à amener par exemple un résultat de la société en déficit, et bien on peut faire ce qu'on appelle un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune.
Un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune, c'est en fait une convention, c'est très simple, c'est une page qu'on fait au moment de l'Assemblée générale, dans laquelle on dit que vous, en tant qu'associé, vous renoncez à une partie de votre compte courant. Donc, ça peut être le montant qui vous fait, qui vous permet de revenir en bénéfice, par exemple, ou en tout cas au moins à l'équilibre. Et justement, on met une clause de retour à meilleure fortune associée à ça en disant on abandonne, je sais pas, 1000 euros dans mon compte courant, mais par contre, je pourrais récupérer ces 1000 euros si telle condition se réalise. Et généralement, par exemple, on met si les capitaux propres sont au moins égaux, au capital social. Voilà. Donc ça, c'est un moyen qui vous permet donc de passer vos frais, de ne pas plomber le résultat de l'entreprise et de les récupérer du coup plus tard, le jour où justement les résultats de la société le permettent économiquement. Donc ça, c'est super important parce que sinon, si vous ne passez pas ces frais-là, ils sont perdus pour toujours. Alors que si vous les passez, l'abandon de compte courant, il vous permet en fait de les constater et en fait de pouvoir le récupérer plus tard économiquement. Voilà, de constater économiquement plus tard en termes de charges que de récupération pour vous. Donc ça, c'est super important. Ne vous dites pas ça, je ne les passe pas, tant pis, pour ne pas plomber la résultat de la société. Passez-les. Troisième point, l'optimisation de la rémunération du dirigeant. Donc là, à pas confondre avec l'optimisation du statut juridique, puisque là, je pars du principe que vous avez déjà choisi votre statut juridique. On fait un autre webinaire sur le choix du statut juridique. Mais là, on part du principe que vous l'avez déjà choisi. Donc, c'est-à-dire que soit vous êtes TNS, travailleur non salarié, soit vous êtes assimilé salarié. Donc là, je parle que des personnes qui sont en société. Si vous êtes en entreprise individuelle, il n'y a pas cet arbitrage-là, puisque en fait, votre résultat est considéré vous appartenant, donc il n'y a pas d'arbitrage rémunération dividende. Si vous êtes en société, donc que vous êtes SARL ou URL, vous êtes travailleur non salarié. Donc, déjà, avant même à TNS ou assimilé salarié, la première des choses, c'est la rémunération, elle est indispensable dans tous les cas pour avoir une couverture sociale. Les dividendes ne permettent pas de cotiser à une protection sociale de manière large, contrairement à la rémunération. Donc, la rémunération, elle est indispensable si vous voulez avoir une couverture sociale, et notamment pour cotiser à la retraite, pour valider. Alors, c'est mal écrit, là, je trouve, mais minimum pour valider la retraite, c'est pour valider 4 trimestres retraite, c'est 6 000 euros par an. Si vous êtes TNS et que vous n'avez pas de rémunération, vous allez au moins cotiser avec la cotisation minimum 3 trimestres. Et pour aller chercher le 4e, c'est 6 000 euros. Si vous êtes assimilé salarié, en fait, c'est un trimestre par tranche de 1 500 euros de rémunération dans l'année. Voilà, donc ça, c'est un premier point qui est important. La rémunération, elle est indispensable pour valider les trimestres et pour avoir une couverture sociale. Attention, valider des trimestres, c'est bien, mais si au final, on valide le nombre de trimestres, mais qu'au moment d'arriver à la retraite, on a une pension qui est calculée sur une rémunération de 6 000 euros, par exemple, qui est très faible, vous avez votre pension, elle va être toute petite. Donc, vous y aurez droit, mais elle sera toute petite. Donc, il ne faut pas non plus être dans une optique que de valider des trimestres. Les dividendes, là, c'est une distribution donc, aux associés des bénéfices de la société. Là, ça ne permet pas de cotiser. C'est un avantage et un inconvénient. Un avantage, c'est qu'il n'y a pas de cotisation sociale. L'inconvénient, c'est que forcément, pas de cotisation sociale dit pas de protection sociale. Voilà. Donc, quand on est en TNS, la rémunération est beaucoup plus avantageuse. Pourquoi? Parce que les cotisations sociales, elles sont d'environ 40-45% du salaire net. Quand vous prenez 1 000 euros net dans votre poche, ça coûte à l'entreprise 1 400 à 1 450. Donc, c'est plus avantageux. Pourquoi? Parce que les dividendes, quand on est TNS, il y a non seulement des cotisations sociales sur la partie supérieure à 10% du capital, de l'impôt sur le revenu. Donc, au final, il y a comme la rémunération, c'est-à-dire impôt sur le revenu plus cotisation sociale. Sauf que, contrairement à la rémunération, c'est pas déductible du résultat. Donc, en plus, on a payé de l'impôt sur les sociétés. Donc là, c'est la triple peine. Donc, dividende en TNS, sauf si vous avez un énorme capital ou on est sur des distributions très importantes, ça vaut pas le coup. Quand bien même, voilà, et quand je dis c'est des montants importants, parce que après il y a la flat tax qui rentre en jeu, mais je ne vais pas vous embrouiller avec ça. On n'a pas une conférence fiscale non plus, mais on a la flat tax qui est en fait je crois que j'en parle en dessous. La flat tax, c'est une moyenne d'imposition des dividendes qui est plafonnée à 30%, peu importe le montant de dividende qui est pris, 30% qui comprend les prélèvements sociaux plus l'impôt sur le revenu. Donc c'est intéressant dans le sens où quand on prend des gros montants, et ça nous permet de ne pas monter dans les tranches libérales pour essayer de l'impôt sur le revenu. Mais bon, sauf cas, voilà, donc exceptionnel, soit gros montant de capital ou gros montant de bénéfice, un très gros montant, je parle au moins 6 chiffres, oui, on est plutôt sur une rémunération pour les URL et SARL.
Ensuite, quand on est en SAS ou SASU, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la rémunération, elle est très, très coûteuse, vraiment pas avantageuse. Pourquoi? Parce que c'est à peu près le double en termes de cotisation. Cette fois, quand vous prenez 1000 dans votre poche, ça coûte 1900 à l'entreprise. Donc, il faut vraiment privilégier là, les dividendes et assurer une rémunération minimum pour la protection sociale et éventuellement valider trimestre retraite. Tandis que les dividendes, c'est très avantageux puisque là, certes, il y a l'IS sur le bénéfice, mais après, on a potentiellement soit prélèvements sociaux à 17,2%, donc prélèvements sociaux, c'est CSG, CRDS, puis impôt sur revenu avec un abonnement de 40%. Soit on peut faire flat tax, comme je vous disais, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le barème progressif avec cet abattement de 40%, on a 30%, tout compris, ce qui fait 17,2 plus 12,8, si on fait l'équation à l'envers. Donc, ça revient à avoir un taux d'impôt sur le revenu de 12,8%, ce qui est intéressant si on a un taux marginal de son côté d'impôt sur le revenu supérieur à 12,8%. Voilà, donc, rémunération de dividende, la question, c'est vraiment de savoir déjà si vous êtes TNS ou SAS. Si on est SAS, il faut mieux privilégier les dividendes. Si on est en SARL, il faut mieux privilégier la rémunération. Il y a des exceptions. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est la retraite. C'est-à-dire que si vous privilégiez les dividendes, en notre terme d'optimisation fiscale, c'est très bien. Par contre, vous n'aurez pas de droit à la retraite en face. Donc, il faut que vous prépariez votre retraite autrement. Donc là, il faut faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine qui va vous permettre d'avoir des solutions alternatives pour préparer votre retraite. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent le faire comme ça. Et c'est tout à fait à leur honneur. Donc, ça se fait, ça se prépare avec de l'immobilier, ça se prépare avec de l'assurance vie, ça peut se préparer avec des placements, avec plein de choses, si on privilégie cette option-là. Voilà. Mais ne faites pas que de la validation en retraite en espérant avoir une pension après derrière. Ça peut être intéressant quand, par exemple, vous avez déjà fait une carrière, vous avez, par exemple, les 25 meilleures années qui sont derrière vous, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez déjà 25 ans de carrière, vous vous dites que là, aujourd'hui, la retraite calculée sur vos 25 meilleures années vous convient, puisque la pension est calculée sur 25 meilleures années. Donc, imaginons, je sais pas, vous avez 50 ans. Et bien là, en fait, c'est vrai que pour aller jusqu'à la retraite, valider uniquement des trimestres, c'est super intéressant parce qu'en fait, vous avez déjà votre pension qui est calculée. Vous n'avez plus qu'à valider des trimestres. Là, il ne faut pas se poser de questions. C'est SAS et dividendes à fond et rémunération minimum de 6 000 € pour valider les trimestres. Comme ça ne coûte pas trop cher en cotisation sociale. Voilà, ça dépend des cas. Si par exemple aussi, un autre cas, l'an dernier, après je passe au prochain point, parce qu'on est un peu en retard, c'est en fait, si vous avez déjà une couverture sociale en parallèle, ou par exemple vous êtes salarié, vous avez déjà une autre source de revenus, ben là c'est pareil, c'est SAS avec dividende, puisque vous cotisez déjà à la retraite et à la protection sociale, donc ne recotisez pas une deuxième fois. Alors la retraite, ça peut se cumuler, mais par contre, alors pas pour les trimestres, mais pour la pension, le montant de la pension. Par contre, la protection sociale, ça ne se cumule pas. Donc, si vous avez déjà une protection sociale, les cotisations, c'est les poubelles, entre guillemets, dans le sens où vous avez déjà cotisé et ça ne va pas vous faire donner plus de droits, maladie ou quoi que ce soit, puisque on a une protection sociale universelle en France. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes une source de revenus en parallèle qui vous permet déjà d'avoir protection sociale, si c'est le cas des indemnités Pôle emploi, puisque quand vous êtes en Pôle emploi, vous avez protection sociale et retraite, vous avez du coup un intérêt à faire une SAS et à privilégier les dividendes, quitte à transformer après en SARL une fois que vous avez plus une source de revenus en parallèle. Ça se fait beaucoup, on le fait beaucoup. C'est le plus intéressant, puisqu'après, en fait, quand on veut préparer sa retraite, en tout cas, la SARL est forcément plus intéressante, en tout cas, quand on va la préparer, je veux dire, d'un point de vue de la protection sociale telle qu'elle existe, obligatoire. Voilà, donc une dernière solution qui peut être envisagée aussi, c'est une petite astuce, c'est le compte intérêt sur le compte courant associé. Donc là, c'est vraiment si vous avez un compte courant vraiment significatif, hein, donc au moins 50 000 €, et encore, même avec les taux qui ont baissé, il faut voir. Et donc l'avantage des intérêts de compte courant associé, c'est que en gros, vous êtes rémunéré pour avoir prêté de l'argent à la société. Donc c'est déductible du résultat. Le taux pratiqué ne doit pas dépasser le plafond qui est déterminé chaque année par l'administration fiscale. Donc, il y a un plafond, mais aux alentours de 1% en ce moment, qui est assez faible. Et ensuite, il y a ces intérêts-là, ils sont imposés au barème progressif. On peut opter pour la flat tax comme pour les dividendes. L'avantage par rapport aux dividendes, c'est que c'est déductible du résultat fiscal. Donc, c'est toujours un petit bonus. Ça ne va pas faire grand-chose, mais c'est des petits bonus. Encore une fois, l'optimisation d'une rémunération, elle passe par en fait plein de canaux, et on vient d'en voir 5, c'est-à-dire ICA, ou véhicule de société d'ailleurs, mais en tout cas, les ICA, pour moi, sont une forme de rémunération malgré tout. Le loyer, la rémunération, les dividendes
et par exemple, là, les intérêts sur compte courant de la société. C'est des moyens, en fait, de sortir l'argent dans la société. Il faut jouer un peu sur tous les tableaux si on va arriver à avoir un panier complet qui est optimisé. Il n'y a pas une forme meilleure qu'une autre. La gestion de la trésorerie. Quatrième point, avant-dernier point. Donc la gestion de la trésorerie qui est super importante. Comment en fait ça fonctionne? Parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on le voit bien en plus avec le Covid, la santé des entreprises, elle repose vraiment sur leur trésorerie. On peut avoir des entreprises qui ont un bon volume, mais si elles n'ont pas la trésorerie qui vont face, d'ailleurs, plus on grossit, normalement, plus on a une problématique de trésorerie, puisqu'il faut assurer son besoin en fonds de roulement. Alors ça, si le sujet vous intéresse, je le creuse énormément dans un webinaire qui s'appelle Savoir lire un bilan. Où je fais vraiment l'analyse du besoin de fonds de roulement, etc. Donc ça, c'est intéressant. Mais là, très rapidement, les points de vigilance, bien sûr, bien suivre les encaissements clients et relancer régulièrement, super important. Facturer, c'est bien. Encaisser, c'est mieux. Raisonner vraiment tout le temps hors taxe pour ne pas se faire piéger par le jeu de la TVA. Je rappelle encore et encore que la TVA, c'est totalement neutre. Il n'y a pas de choses à faire vis-à-vis de la TVA. En France, c'est neutre, c'est-à-dire que vous avez des encaissements qui sont TTC avec une partie de la TVA qui vous appartient pas, qui appartient à l'État, vous encaissez donc pour le compte de l'État. Attention, du coup, à pas vous faire piéger par le fait que vous encaissiez en avance, que vous disiez je suis confortable en trésorerie et que le jour où vous devez redonner la TVA que vous avez collectée pour le compte de l'État, vous mettre à sec. Donc, c'est super important de bien comprendre, toujours raisonner hors taxe pour votre chiffre d'affaires, vos dépenses, pour bien pas se faire piéger par le jeu de la TVA. Les régularisations de cotisations sociales, si vous êtes TNS, aussi, c'est un mécanisme assez complexe à comprendre puisqu'on a des appels qui sont toujours basés sur une rémunération N-1 et après on a une régularisation quand ils connaissent la rémunération définitive de l'année N-1 d'ailleurs. Donc, il y a toujours un an de décalage et donc il faut, si vous avez des variations importantes de revenus, toujours bien prévoir et la trésorerie nécessaire pour faire la régularisation. Puisque la première année, vous avez un appel qui est vraiment minimum qui est appelé et la deuxième année, en fait, ils vont vous appeler deux choses. Ils vont ajuster les appels de la première année en fonction de la rémunération que vous avez. Enfin, non, pardon, ils vont ajuster les appels de la deuxième année en fonction de la rémunération que vous avez prise la première année. Et ils vont vous régulariser la première année. Donc, en gros, vous allez payer 2 années d'un coup, pour faire simple. La deuxième année. Donc, si vous n'avez pas provisionné les cotisations qui vont avec, ça fait mal. Donc, provisionner pour systématiquement au moins 50% pour faire large de rémunération prise en cours d'année. Il y en a qui créent des comptes bancaires, des excédents pro, des choses comme ça. À chaque fois qu'ils prennent 1000 € de rémunération, ils mettent 500 € dessus et ils font prélever toutes les cotisations TNS avec ce compte où ils ont provisionné chaque mois. Alors, il y en a qui le font pour la TVA. Je trouve que c'est assez complexe à faire pour la TVA et à s'y retrouver. Mais par contre, pour les cotisations sociales, ça a vraiment du sens pour vous, en tout cas, si vous êtes TNS. Donc, attention. Et pareil, si vous avez des salariés ou que vous êtes salarié, bien prévoir le paiement des cotisations sociales. Puisque là, cette fois, il y a un décalage alors au mois ou au trimestre. Donc là, il y a quand même, et là, cette fois, c'est 100%. Donc, quand vous versez 1000 à votre salarié, vous savez que vous allez reverser 1000 à l'URSSAF et à la retraite, etc. derrière. Donc, faites bien attention à ne pas vider les caisses, entre guillemets, quand vous avez de l'argent sur le compte, à bien prévoir ce qui va être décaissé derrière, que ce soit la TVA ou les cotisations sociales. Vraiment, faites attention avec ça. Trop souvent, on voit, nous, des problématiques par rapport à ces sujets-là. Dernier point, après je passe aux questions. C'est la connaissance globale de l'environnement fiscal et social. Donc, on a déjà fait un peu le point sur, quand on est dirigeant TNS, les cotisations sociales, c'est 40-45% de la rémunération nette. Quand on est dirigeant salarié, donc président d'une SAS, par exemple, c'est environ 90% du salaire net. Donc, ça, c'est charges sociales salariales plus patronales. L'impôt sur les sociétés, donc, c'est 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfices. Et aujourd'hui, c'est 28% au-delà de 38 120, jusque-là au 31 décembre 2020, c'est-à-dire qu'en tout cas, l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2021 vont ouvrir, on va passer à 26,5 et ensuite, on pourra atterrir à 25. Alors, c'est en train d'être ajusté d'ici 2022, c'était normalement, mais ce sera peut-être 2023. C'est une harmonisation européenne. Donc, petit à petit, le taux d'IS baisse en France, et qui est un taux qui est très raisonnable, hein, quand même, puisqu'après, on va finir quand même à 15 et 25 pour la deuxième tranche. Donc, on était quand même à 33 un tiers avant, hein, donc ça a bien baissé. Et là, pour l'instant, actuellement, c'est 28. Voilà. Ça, c'est des chiffres à bien connaître. Quelque chose qui revient souvent aussi, donc vous avez soit impôt sur le revenu, soit impôt sur les sociétés, dans les impositions de vos entreprises. Il y a une option à l'impôt sur le revenu, notamment pour les SASU, notamment durant les 5 premières années.
C'est-à-dire que c'est bien les 5 premières années, pas pendant 5 ans. C'est-à-dire que si vous optez à compter la 3e année, ça sera que pour la 3e, 4e et 5e année, mais ça sera pas pour 5 ans. Donc c'est jusqu'à maximum la 5e année. L'intérêt de ça, il y en a deux. Pour moi, c'est si vous êtes en déficit dans la société et que vous avez d'autres revenus imposables en parallèle, puisque ça vous permet en fait d'imputer ce déficit sur les autres revenus du foyer fiscal. Et le deuxième, c'est si vous êtes en zone franche, puisque si vous êtes en zone franche, vous avez le résultat qui est exonéré, alors selon la zone franche, mais au moins les 5 premières années généralement aussi. Rien à voir avec les 5 ans là, mais voilà. Donc quand vous êtes en zone franche, le résultat est exonéré les 5 premières années. Si vous êtes à l'IS, vous êtes exonéré d'IS les 5 premières années, mais par contre, par exemple, si vous distribuez le dividende ou de la rémunération, vous aurez de l'impôt sur le revenu. Alors que si vous êtes directement à l'impôt sur le revenu, comme c'est le résultat qui est exonéré, vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu directement et vous pouvez prendre directement de la société vers votre poche sans aucun impôt. Donc, si vous êtes en zone franche, intéressant d'être à l'impôt sur le revenu. Et si vous avez un déficit. Dans les autres cas, ça pas souvent. On a des clients qui sont pas forcément dans ces deux cas. Et je ne devrais pas vous le dire parce qu'en fait, il y a un vide juridique sur le sujet qui fait que normalement, c'est pas censé être intéressant puisqu'il est censé avoir de la CSG, CRDS, donc des prélèvements sociaux comme sur tous les revenus en France, sur ce revenu de SASU-LIR. Le problème, c'est que entre l'URSSAF et l'impôt, ils se renvoient la balle parce qu'ils savent pas qui le collecte. Donc, il y a un vrai sujet. Le problème, c'est que le jour où ils vont se réveiller, s'ils régularisent tout, ça va faire beaucoup. Généralement, donc on fait des rescrits fiscaux systématiques tous les ans à l'URSSAF et aux impôts, alors qui se renvoient la balle, certes, mais au moins on a fait un rescrit pour savoir si on doit déclarer ou pas cette CSG, qui est quand même de quasiment 10% à 9,7% sur le résultat. Donc, bon, c'est un peu casse-figure, pour le dire poliment. Donc, voilà, surtout les deux cas à utiliser. La TVA, elle n'est pas déductible pour certaines dépenses, donc ça, c'est aussi à connaître. Comme je vois le support, comme ça, vous les aurez. Taxi, avion, train, charges liées à véhicule tourisme, on en a parlé, l'assurance, frais postaux, frais bancaires, impôts et taxes, ça, tout ça, il n'y en a pas. Quand c'est des achats à l'étranger ou auprès d'un non assujetti, alors je mets micro-entrepreneur, mais c'est plus vrai aujourd'hui, puisqu'il peut y avoir des micro-entrepreneurs soumis à TVA. Et les dépenses personnelles, bien sûr. Et ensuite, toutes les charges engagées dans l'intérêt de l'activité, elles sont déductibles. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, souvent, quand vous posez la question de savoir est-ce que cette charge est déductible, mais déjà, la première question, c'est est-ce qu'elle est dans l'intérêt de l'activité de l'entreprise. Si c'est dans l'intérêt de l'activité, c'est déductible, il n'y a pas de problème. Donc, si ce soit des frais de restaurant, si c'est dans le cadre de votre activité, d'un déplacement, vous invitez un client, etc., pas de problème. Si vous avez des frais, je sais pas, de téléphone et que c'est pour un titre professionnel, c'est déductible. Voilà, c'est assez simple sur le principe. Et en tout cas, c'est comme ça que c'est raisonné au niveau de l'administration fiscale. Et pour la TVA, c'est important aussi à bien connaître tous ces aspects-là. Encore une fois, elle nous donne notre outil et ceux qui connaissent savent que par défaut, c'est mis automatiquement. Je passe aux questions avec 10 minutes de retard. Je vais du coup faire au max et malheureusement, je pense qu'il y en a qui sont soit qui n'avaient pas entendu, soit qui sont arrivés après, qui ont posé des questions dans le chat. Et donc, comme je vous disais en tout début de webinaire, l'idée c'est de poser la question dans l'espace questions et de voter ensuite pour les meilleures questions pour que je puisse vraiment pas en oublier et que je puisse vous répondre à toutes vos questions. Donc, si vous pouvez vraiment mettre toutes vos questions dans l'onglet questions. Donc, je commence. Donc, Pascal, avec beaucoup de votes, 16 votes, tout le monde se pose la question, ne pourra-t-on obtenir une copie des slides? Merci. Donc, là, je suis en train d'y répondre. Normalement, vous devez le voir sur votre écran. Oui, bien sûr. En fait, vous allez automatiquement, suite au webinaire, recevoir derrière le replay qui sera automatiquement envoyé derrière le moment où vous êtes inscrit. Donc, vous aurez replay juste après avec forcément les slides sur la présentation. Voilà, même question de Pascal pour Adeline, c'est bon. Donc, Mehdi qui me dit, est-ce que le déplacement maison-travail quotidiennement est valable? C'est une très très bonne question d'ailleurs que j'ai oublié de répondre, merci Mehdi. En fait, le déplacement maison-travail, il est pris en charge dans
dans la réduction, vous savez que vous avez au niveau de l'impôt sur le revenu, soit la déduction forfaitaire de 10%, soit les frais réels. Quand vous avez un revenu sur l'impôt sur le revenu, soit vous déduisez, si vous faites rien et on vous déduit 10% de frais pour vous rendre sur votre lieu de travail. Et sinon, vous pouvez aussi faire les frais réels si vous considérez que les 10% ne sont pas forcément le plus avantageux pour vous. Donc, dans les ICA, le déplacement domicile-travail n'est pas valable. Par contre, je fais le lien avec le deuxième point sur le loyer. Si vous avez le siège social à votre domicile, et bien là, c'est magique puisque vous êtes déjà sur votre lieu de travail. Donc, dès que vous partez de chez vous, ça décompte les ICA. Donc, d'où l'intérêt, c'est pour ça que c'est une très bonne question, d'où l'intérêt de mettre son domicile, son siège social chez soi, c'est qu'on démarre tout déplacement professionnel quand on part de chez soi puisque on confond travail et domicile. Voilà. Donc, par contre, quand c'est pas chez soi, eh bien, c'est pas déductible puisque c'est déjà compris dans le fameux 10% ou frais réels qui, je vous avoue, en tout cas, on se pose des questions avec la généralisation du télétravail sur ce sujet-là puisque forcément, ceux qui sont en télétravail qui se déplacent pas ont quand même droit à la déduction de 10%. Pour l'instant, en tout cas, c'est toujours comme ça. Merci Mehdi pour cette bonne question. Ensuite, je vais faire vraiment je vais trier en fonction des votes. Tac, comme ça, je vous invite vraiment à voter au maximum. Pascal encore, le local occupé pour l'activité, pardon, je vous le mets là. Le local occupé pour l'activité à son domicile et loué à la société doit-il constituer à minima une pièce complète ou peut-il s'agir d'un espace dans une pièce ou est-ce évolutif sur la durée de la location, l'extension de la surface notamment. Donc, non, pas forcément. Il ne doit pas forcément y avoir une pièce à proprement parler. C'est vraiment une histoire de mètres carrés. Donc, ça peut s'agir d'un espace dans une pièce complètement, qui est une pièce qui peut être commune, par exemple, pour recevoir des clients. Donc, ça peut être aussi évolutif selon la durée de la location, complètement. Vous pouvez changer. Comme vous avez un bail, en fait, vous pouvez faire changer le bail, bien sûr. Ensuite, y a-t-il des dates spécifiques pour se verser des dividendes? Vaut-il mieux récupérer ses apports personnels avant de se verser des dividendes en termes d'imposition? C'est une très bonne question. Il y a des dates spécifiques pour se verser des dividendes? Oui, dans le sens où il faut avoir généré d'abord du résultat avant de pouvoir se distribuer le dividende. Donc, c'est-à-dire que je crois j'ai vu passer une autre question un peu similaire tout à l'heure, qui était de savoir est-ce qu'on peut se verser le dividende mensuellement ou en avance, etc. Non, il faut avoir généré d'abord le bénéfice pour pouvoir se distribuer le dividende, puisqu'en fait, on ne peut pas prévoir de combien on va se distribuer, combien on va pouvoir générer de bénéfices pour pouvoir se distribuer le dividende. Donc, il faut attendre d'avoir déterminé son résultat, donc clôturer son exercice, déterminer son résultat et fait l'assemblée générale qui vote la distribution de ces dividendes pour pouvoir se les verser. Donc, ça peut aller très très vite. Hein. Nous, on a beaucoup de clients qui se versent les dividendes le mois suivant leur clôture parce qu'ils sont actifs, parce que ça va vite, c'est fluide. On clôture les comptes rapidement. Ils savent combien ils se versent et puis ça se distribue. Par contre, on a aussi beaucoup de clients malheureusement qui se versent en avance. On se retrouve avec ce qu'on appelle les comptes courants débiteurs, c'est-à-dire c'est un compte courant d'associé qui est négatif, c'est-à-dire que c'est vous qui devez de l'argent à la société. Ça, c'est un abus de droit social, tout simplement. Donc, c'est un abus de droit social qui, bien sûr, encourt une peine pénale. Donc, forcément, désolé de sortir les grands mots, mais c'est un compte courant débiteur, c'est grave, entre guillemets. Donc, il ne faut pas se verser les dividendes avant de les avoir générés. Et ensuite, vaut-il mieux se récupérer ses apports personnels avant de se verser les dividendes en termes d'imposition? Ça ne change rien puisque les apports personnels, ils ne sont pas imposables. Comme on disait tout à l'heure, que vous récupérez du compte courant associé, j'imagine que c'est ça dont vous parlez, ils ne sont pas imposables puisque vous récupérez de l'apport. Donc, ça ne change rien complètement, si ce n'est que, forcément, si ça, en termes de trésorerie, vous ne pouvez pas à la fois vous récupérer le compte courant et vous verser le dividende. En effet, apurez d'abord votre compte courant avant de vous verser le dividende. Après, il faut arbitrer chaque année en fonction de déjà si vous êtes en flat tax ou pas. Parce que si vous êtes en flat tax, ça importe peu, dans le sens où le taux d'imposition du dividende ne change pas, peu importe le montant. Voilà. Ensuite, j'ai donc Claude avec 9 votes. Acheter un bien immobilier pour l'entreprise, comment ça se passe? Alors, ça dépend. Soit vous achetez il y a au moins on va faire 3 cas. Acheter un bien immobilier, soit vous achetez un bien immobilier pour le louer, auquel cas, par exemple, dans une SCI,
Bon, bah là, il n'y a pas de problématique particulière. Vous achetez le bien d'entreprise, vous le louez derrière. Je ne sais pas exactement après, peut-être qu'il faudra apporter des précisions, comment ça se passe, c'est un peu large, mais pas de particularité. Ensuite, si c'est censé être votre lieu de travail, là, vous avez deux possibilités. Soit, en effet, vous l'achetez dans l'entreprise. Moi, je ne vous le conseille pas. Vous l'achetez à l'entreprise et là, ben, vous avez un bien, l'actif que vous amortissez et vous ne payez pas de loyer puisque le bien appartient à l'entreprise. Soit, vous l'achetez à titre personnel, dans une SCI par exemple, qui loue à l'entreprise. Et ça, je vous le conseille. Pourquoi? Parce que ça permet de distinguer l'activité de l'entreprise d'un patrimoine immobilier. Le jour où vous vous séparez de l'entreprise, comme ça, vous pouvez garder le patrimoine immobilier. Déjà, c'est une première chose. Le jour où vous fermez l'entreprise, vous pouvez réexploiter ce patrimoine immobilier en le louant à une autre entreprise. Voilà, et ainsi de suite. Donc, ça permet vraiment de distinguer ça. Si l'entreprise est en difficulté, l'immeuble n'est pas en danger. Donc, je vous conseille plutôt, en tout cas, si c'est pour loger l'entreprise, de l'investir soit à titre personnel, par exemple, ça peut être via une SCI. Philippe, pour les unités kilométriques, quel justificatif doit-on conserver? Comme je vous disais, en fait, l'idée, c'est d'avoir un suivi, une matrice Excel, par exemple, avec une date, un trajet, un motif qui permet de vraiment pouvoir tracer tous les déplacements que vous avez fait à titre professionnel. Donc, ça peut être ça. Et puis après, derrière, quand il y a un contrôle fiscal, ils vont vérifier déjà que vous avez tenu un suivi. Vous avez des applications, par exemple, vous avez EasyCA qui existe, je sais, qui est une application qui permet de suivre ces ICA automatiquement, donc c'est super intéressant. Et je crois que il y a une version gratuite, donc je ne l'ai jamais utilisé, mais je le vois beaucoup passer, donc j'imagine que ça doit être bien. Je vous conseille en tout cas d'aller regarder EasyCA. Et après, par exemple, en cas de contrôle fiscal, ils peuvent donc vérifier ça. Et après, ici, ils trouvent qu'il y a beaucoup de kilomètres. Ils trouvent que c'est pas forcément cohérent avec l'activité. Ils vont aller chercher un peu plus loin en allant chercher dans votre agenda, vérifier que ça colle avec votre agenda. Ils vont vous demander votre agenda, recroiser les choses. Ils vont demander le nombre de kilomètres de la voiture. Et forcément, si vous dites que vous avez déclaré 50 000 kilomètres et que la voiture a 30 000, ça marche pas. Donc, c'est des petites choses comme ça que ça se passe en cas de contrôle fiscal. Voilà. Ensuite, je prends encore les questions qui ont le plus de votes, celles qui ont plus de 5 votes. Allez-y, votez. Un SAS, quel est le montant du salaire minimum à se verser par mois pour valider les points retraite? Donc, par mois, mais en fait, c'est 6 000 par 12, donc 500 €. Voilà. C'est un arrondi, parce que si vous cherchez, ça va être peut-être 5 850. Tous les ans, ça change, ça fonctionne du plafond de la sécurité sociale, etc. Mais du coup, c'est en gros, pour faire simple, c'est 6 000, donc par mois, ça fait 500 €. Quels sont les intérêts liés au compte courant associé? Comment ça fonctionne? Ça, je pense que je l'ai expliqué bien comme il faut. Ça fonctionne que vous avez un compte courant associé, vous avez apporté de l'argent à l'entreprise. Pour ça, vous êtes rémunéré comme si vous aviez prêté de l'argent. C'est le cas d'ailleurs, vous prêtez de l'argent à l'entreprise, donc elle vous donne des intérêts, c'est-à-dire qu'on va créditer à votre compte courant les intérêts qu'on va constater en charge de l'entreprise, et vous allez être imposé au niveau de votre impôt sur le revenu dessus. Donc, Claude, l'utilisation de domicile pour les tâches administratives simples, compta, facture, justifie-t-elle un loyer? Alors, oui, ça peut l'être, mais encore une fois, il faut que vous ayez un établissement déclaré à votre domicile. C'est quand même le mieux. C'est-à-dire que vous ayez, par exemple, si vous avez le siège social chez vous et que vous faites en effet ces tâches administratives chez vous, ça justifie un loyer. Greg qui me dit l'entreprise est domiciliée chez moi. Comment calculer la surface correspondante hors bureau? Parce que j'utilise aussi ma cuisine, mon salon pour les repas. Ensuite, peut-on intégrer le crédit d'IMO? Et cela nécessite-t-il un réaménagement du crédit? Alors, comment calculer la surface correspondante hors bureau? Vous faites une cote part, vous faites une cote mal taillée. L'idée, c'est de pouvoir le justifier en cas de contrôle fiscal. Donc, en fait, vous pouvez dire que vous utilisez... Après, bon, cuisine, salon pour les repas, c'est difficile à justifier auprès d'un contrôleur fiscal, mais vous pouvez dire que vous utilisez des communs à hauteur de, je ne sais pas, 10-20% de la surface. Voilà, c'est des surfaces communes. Ça peut être quelque chose comme ça. Je n'ai pas la réponse exacte. L'idée, c'est encore une fois que ça soit bien justifiable. Et peut-on inclure le crédit IMO? Non, en fait, vous n'intégrez pas ça. C'est-à-dire que vraiment, il faut que vous déterminiez la valeur locative de votre bien. Donc, combien votre bien, si vous deviez le louer à l'extérieur, combien il vaut? Et ensuite, une fois que vous avez déterminé ça,
vous déterminez la quote-part que vous utilisez à titre professionnel et vous appliquez cette quote-part à cette valeur locative. Et vous avez votre loyer. Du coup, il n'y a pas d'histoire d'intégrer le crédit ou quoi que ce soit. C'est comme si vous louez à un étranger, à quelqu'un d'extérieur. Combien vous lui aurez loué pour qu'il utilise telle surface de votre domicile. Cédric, doit-on souscrire à un régime de retraite différent en SAS? Non. Enfin, en fait, quand on est en SAS, c'est le régime de retraite général qui s'applique. Voilà. Et donc, la caisse de retraite est déterminée en fonction du secteur d'activité. Est-ce que déduire le loyer est valable si la société est imposée à l'IR et non à l'IS? C'est une bonne question. Vous posez vraiment des bonnes questions parce que c'est des points que c'est vrai que j'ai oublié. Super important sur le loyer. Si vous êtes à l'impôt, en fait, notamment en entreprise individuelle, donc BNC ou BIC, le loyer, il n'est pas réimposable. Il n'est pas imposable sur votre impôt sur le revenu. Donc, c'est super, super intéressant puisque le loyer, il est déductible du résultat de l'entreprise et il n'est pas imposable de votre côté. Donc, super intéressant quand vous êtes en BIC, BNC. Et si la société est imposée à l'IR, la déduction du loyer, elle est valable. Par contre, là, vous déduisez de la société, enfin du résultat de la société, mais vous imposez à l'impôt sur le revenu. Donc, est-ce que c'est intéressant si c'est ça dépend du type de société. Si c'est une SAS, si c'est une SAS, ben, ça ne durera pas de toute façon. Donc, la question ne se pose pas vraiment. Et si c'est si c'est une EIRL, alors, je vois que ce cas-là possible. Une EIRL à l'IR, vous allez avoir des cotisations sociales. Mais oui, le loyer est plus intéressant. Ça reste intéressant. Greg qui me demande le lien du replay webinaire sur l'imposition évoquée dans la gestion de la trésorerie. Ouais, sur savoir lire un bilan, je pense que c'est de ça dont vous parlez. Ben, en fait, vous allez sur Livestorm, sur notre Livestorm, c'est-à-dire notre page Livestorm de Ça compte pour moi, et vous allez voir tous les webinaires qui sont prévus, comme ça vous pouvez vous y inscrire, ou au pire vous recevrez les replays quand on les aura tournés. Il y en a toutes les semaines, donc là jusqu'à décembre, il y en a de planifiés toutes les semaines. Voilà, Adeline qui me dit les dividendes sont divers éventuellement. J'y ai répondu. J'y ai répondu en disant il faut avoir l'attente de déterminer un bénéfice pour pouvoir se verser des dividendes. Par contre, si par exemple, en effet, je sais pas, je clôture au 31 décembre 2020, en janvier 2021, je décide de me distribuer 12 000 euros de dividendes, vous avez très bien le droit de vous verser 1 000 euros par mois pendant 12 mois. Donc, c'est un versement mensuel, entre guillemets, des dividendes de l'année dernière. Ça, vous pouvez faire tout à fait, vous faites ce que vous voulez, puisqu'en fait, c'est la société qui vous le doit, c'est comme un compte associé, vous le versez quand vous voulez. Par contre, vous allez payer l'impôt et les prélèvements sociaux dès le versement, donc dès janvier, les fameux 30%, et ça, c'est la société qui le paye pour vous. Voilà, je reste encore 3 minutes, ça fera 1 heure comme ça, et donc je réponds encore aux dernières questions qui ont le plus de votes. Peut-on avoir un véhicule de société et d'un autre côté, utiliser occasionnellement un véhicule personnel et bénéficier d'ICA? Pardon, excusez-moi, j'ai pas mis la question au milieu. Donc, peut-on avoir un véhicule de société et d'un autre côté utiliser occasionnellement un véhicule personnel et bénéficier ainsi d'ICA? Oui. Je vais faire des travaux pour mon activité pro. Puis-je déduire les travaux? Faut-il mieux revoir la hausse le loyer? Revoir la hausse le loyer. J'ai vu des contrôles fiscaux qui se sont mal terminés à cause de ça. Pour les ICA, doit-on payer tous les frais avec le compte courant de la société? Je sais, alors tous les frais, je sais pas exactement ce que c'est que veut dire Cédric, j'essaye du coup de reformuler, si c'est tous les frais liés au véhicule, c'est avec votre compte personnel, puisque si vous faites des ICA, c'est bien ce que j'ai précisé en tout début, il faut tout payer avec son compte personnel et pas avec le compte de la société. Justement, c'est tout l'importance dans les ICA. Comment détermine-t-on la valeur locative? Parce qu'on en a déjà pas mal parlé, ici un outil en ligne. Aussi, vu que ça dépend de la situation géographique, j'ai envie de dire c'est Se Loger et Le Bon Coin, c'est les meilleurs sites pour déterminer la valeur locative. Puisque vous regardez tous les biens similaires à votre bien et vous regardez la valeur locative. Allez, encore 2 questions qui ont plus de 2 votes. Après, les autres n'ont pas de vote. Comment justifier l'utilisation personnelle d'un véhicule de société? Là, c'est pareil, il vous faut un suivi, mais on accepte une quote-part qu'on passe en fait en avantage et nature. Donc, si vous dites que c'est 10% à titre personnel, ça fonctionne.
Après, ça va dépendre de s'il y a beaucoup de… Par exemple, vous mettez du carburant tous les dimanches, il va falloir justifier que vous travaillez le dimanche, quoi. Est-ce que si on, très bonne question, est-ce que si on touche des ARE, on cotise encore la retraite? Donc ARE, c'est indemnité Pôle emploi. Oui, les indemnités Pôle emploi, en fait, vous permettent de cotiser à la retraite. Et vous avez la protection sociale jusqu'à même 1 an après la fin de vos droits. Par contre, la cotisation retraite, elle s'arrête à la fin de vos droits. Donc c'est comme si vous aviez un salaire. Tac, tac, tac. Si le véhicule est électrique, même principe pour les ICA, oui. Voilà, je pense que j'ai fait un bon tour des questions, en tout cas toutes celles qui ont le plus de votes. J'espère que tous ceux qui les avaient posées dans le chat les ont reposées dans l'onglet questions pour les soumettre au vote. J'avais une autre question à 2 votes de Vincent qui est dans le cas de l'agent commercial, mais malheureusement, c'est pas assez précis pour moi. Ah oui, alors si Adeline elle me dit, pourriez-vous donner la liste des prochains webinaires, s'il vous plaît? Vous avez sur la page Livestorm, comme je vous disais, de ça compte pour moi. Donc la page où vous êtes inscrit et vous allez voir tous nos webinaires. Peut-être que Julie, si elle nous écoute, elle peut vous mettre dans l'espace de chat, mais moi je vais vous le faire, sinon c'est intéressant. Je vais vous mettre cette fameuse page, je vous la mets de suite. Sinon, vous tapez Livestorm, ça compte pour moi, dans Google, c'est le premier lien, c'est comme ça que j'ai fait. Et je vous le mets dans l'espace de chat. À l'instant, je viens de vous mettre le lien vers la liste de tous les webinaires, parce qu'il y en a pas mal qui l'ont demandé. À Philippe qui nous dit, attention, je crois que cette année, c'est 507, soit 508 arrondis par mois. Pour le salaire, j'imagine que vous parlez, Philippe. En fait, nous, dans tous les cas, quand vous faites le bulletin, bien sûr qu'on s'assure à ce que ça valide la retraite. On connaît nos services sociaux parfaitement ces seuils-là. Voilà. Quel est le justificatif pour les ICA? J'y ai répondu. Bon, j'essaye vraiment au maximum, mais je crois que j'ai vraiment répondu à tout ce que je peux. Là, j'ai une question trop complexe de Julien. Il faut mieux alors, si vous êtes déjà client chez nous, le poser directement à votre collaborateur, parce que je peux pas y répondre en direct, c'est trop complexe. Achat d'émulation à l'étranger, on peut récupérer la TVA. Ça dépend de plein de cas, en fait. Ça dépend de hors lieu. Donc, ça, je vous invite à voir avec votre collaborateur, ou si vous n'êtes pas encore client chez nous, à souscrire et à nous poser la question. Philippe, c'est bon. Ruben, pour la retraite, possibilité d'acheter les trimestres de façon personnelle et prendre des dividendes uniquement. Alors oui, mais acheter les trimestres, ça coûte très cher. Moi, je vous conseille plutôt de vous constituer une retraite autrement, pas par le circuit classique, plutôt via des rentes, que ce soit immobilière, assurance vie, placement, etc. Et ça, un conseiller de patrimoine. Julien m'avait complété sa question. Il s'agit de la TVA à l'étranger dans un pays de la zone euro. Donc, si c'est en zone euro, il n'y a pas de TVA, puisqu'en fait, c'est intracommunautaire. Donc, normalement, ils n'ont pas dû vous facturer de la TVA, donc il n'y a pas de TVA récupérée. Voilà. Et je vais avoir fait toutes les questions, c'est magnifique. Si jamais il y a encore beaucoup de gens qui sont connectés, 60 a priori, tant mieux. Merci beaucoup, on a du retard. Mais il y avait beaucoup de questions et beaucoup de participants. Qu'est-ce que j'ai? Mais ça, je ne peux pas vraiment y répondre. Entreprise en création, peut-on faire une LLD ou une LOA? Oui, bien sûr, tout à fait. Pour répondre à Arnaud. Et pour répondre à François, et je crois que j'aurais fait le tour. Pendant la crise du Covid, gestion de l'entreprise depuis domicile, loyer ou pas à titre exceptionnel? Ben oui, vous pouvez, mais encore une fois, est-ce que vous avez un établissement déclaré à votre domicile, que ce soit le siège social ou l'établissement principal? C'est aussi vraiment une question à se poser, pour vraiment éviter tout risque. Et si c'est ça, il faut faire quand même un bail, une quittance de loyer en face. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Il faut voir. Mais oui, c'est possible. Voilà, je pense que là, j'ai fait toutes les questions. Même vote ou pas vote. Voilà, c'est magnifique. Merci beaucoup à tous d'avoir d'avoir suivi cette présentation. J'ai essayé de faire au max de la rapidité. J'espère justement d'ailleurs que c'était peut-être pas trop rapide pour certains. Mais il y avait beaucoup de choses. Encore une fois, on fait des webinaires toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Les sujets se recroisent souvent, donc il y a certains sujets qu'on a présentés là où on va plus en détail, comme par exemple l'arbitrage, rémunération dividende, la gestion de la trésorerie, les questions, les points fiscaux à connaître. Ça se recroise beaucoup, donc on va essayer d'aborder tous les sujets d'ici décembre, en tout cas, parce que c'est ce qui est planifié, mais j'ai plein d'autres idées de webinaires après. Donc, merci vraiment beaucoup à tous d'avoir été aussi nombreux, de nous avoir suivis.
Vous allez recevoir le replay par mail dans l'après-midi, c'est automatique. Et puis, je vous dis du coup à très bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page que vous avez mis dans le chat pour voir les prochains webinaires. Et n'oubliez pas de vous inscrire surtout. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Ciao.